Bonjour à tous, bienvenue à ce colloque Suisse Topo. Bien l'écho. J'aurai le plaisir d'animer cette session ce matin. Est-ce qu'il y a... L'écho est parti? Ouais, c'est bon. Alors, rebonjour. Nouveau démarrage. Donc, merci bien de suivre ce colloque qui est dédié à la Geodata Science. Donc, moi, je m'appelle Raphaël Rollier. Je travaille pour Suisse Topo et je suis aussi assisté avec Roxane Pott qui, elle, gère la technique aujourd'hui. Donc, on a préparé ce colloque qui est déjà la troisième édition finalement de ce colloque spécifique à la Geodata Science. Et puis avec l'objectif qui est toujours le même, c'est de pouvoir partager avec vous des projets qui nous ont enthousiasmés dans le domaine de la Geodata Science et puis d'avoir un partage d'expérience de nos trois orateurs que vous allez avoir, enfin, trois sessions avec quatre orateurs en réalité, qui vont venir. Donc voilà, et puis ce qu'on cherche à faire, c'est, malgré la distance qui nous sépare virtuelle, d'avoir une session la plus interactive possible. Donc je vous propose de vous connecter sur mentimeter.com. Donc vous pouvez soit aller sur le site et taper le code qui s'affiche, ou alors tout simplement scanner le QR code que vous avez en face de vous. Puisqu'on va utiliser Mentimeter pour deux choses. La première, c'est ça vous permet de poser des questions. Donc, n'hésitez pas et puis poser un maximum de questions lors des présentations. Mais également, nous avons préparé un certain nombre de questions pour vous. Voilà, donc je vois que ça commence gentiment à monter, c'est bien. J'attends peut-être encore que tout le monde a bien pris. On a encore le QR code sur la slide suivante, je pense. Voilà. Donc, du coup, on a une première question pour vous pour lancer le colloque, qui est la suivante. Aimez-vous vous promener en forêt? Donc, on est curieux de savoir un peu, de vous connaître un peu mieux. La majorité aime bien quand il fait beau. Il y a du sens. Parfait. Ben, merci. Je vois qu'on a une bonne partie des gens, une majorité maintenant qui est connectée à Mentimeter et qui semble aimer la forêt, et notamment quand il fait beau, mais pas seulement. Allez, on a une deuxième question pour vous. On va passer à la suivante. Dans un autre registre assez similaire, c'est de savoir est-ce que vous faites des sports de montagne en hiver? Ah, là, il y a plus de gens qui restent au chaud que ceux qui se baladent en forêt. Moins de gens qui font du hors-piste, mais quand même une majorité de gens qui vont sur les pistes balisées. Parfait. Alors, du coup, ben, ça tombe bien. Et puis, c'était un peu notre idée de ces questions-là, c'est pour introduire cet agenda. Où justement, donc, les thématiques qu'on aura, la première concerne les forêts et notamment les enjeux du dépérissement des êtres dans les forêts. Et vous verrez donc que Clotilde et Marcel vous expliqueront à quel point c'est important et judicieux justement pour les promeneurs, notamment pour éviter des problématiques de chute d'arbres qui vont être expliquées ensuite. Et puis, ben, concernant la neige et la montagne, ça sera le thème de notre deuxième présentation qui sera faite par Raik. Et puis, pour ceux qui utilisent notamment l'app Suisse Topo, vous avez sûrement remarqué que depuis quelque temps, il y a la possibilité de voir la couverture neigeuse. Et donc aujourd'hui, l'idée était d'ouvrir un peu cette boîte et de comprendre comment cette couche qui est proposée sur l'app Suisse Topo et fonctionne. Et puis ensuite, on aura une troisième oratrice, Christelle, qui, elle, va nous emmener un peu vers le futur. Et puis, bah, comme vous l'avez sûrement remarqué ces derniers mois, il y a un buzz assez incroyable en ce moment sur les fameux outils ChatGPT-like. Et puis là, l'idée, c'est de voir un peu ce qui se passe au niveau de la recherche
dans cette même idée de pouvoir questionner des cartes et puis montrer des réponses à des questions qu'on pose dans un chat directement sur des images satellites. Voilà, donc c'est une ouverture à potentiellement, une future révolution dans ce domaine-là et puis surtout une démocratisation des images satellites. On prendra à chaque fois donc les questions après chaque présentation et puis on a gardé aussi une session de questions-réponses aussi à la fin pour des questions qui viendraient plus tard. Voilà, donc on a un agenda assez chargé, intéressant, donc on va sans autre aller dessus et puis on a nos premiers orateurs qui sont, donc Marcel Mahon qui lui est collaborateur scientifique à l'Office de l'environnement du canton du Jura. Et puis, il est responsable justement de cette thématique des dégâts aux forêts depuis 2021, mais ça fait maintenant de 21 ans qu'il est donc actif en tant que forestier. Et il fera cette présentation avec Clotilde Marmy, qui elle travaille pour le Suisse Territorial Data Lab, qui elle expliquera de manière assez courte après, et puis qui a un ingénieur, qui est ingénieur en sciences de l'environnement de l'EPFL. Voilà. Donc je vous laisse la parole avec Marcel qui va commencer. Voilà. Voilà, merci. Bonjour. Je vais vous expliquer maintenant la genèse la problématique des dégâts du hêtre en Ajoie, dans le canton du Jura. Donc, cette problématique est apparue depuis 2018, où on a eu un réchauffement et des étés caniculaires qui ont suivi aussi en 2019 et 2020. Mais avant toute chose, je vais vous présenter en quelques mots le canton du Jura et on verra au niveau des forêts le contenu dans le canton. Le canton du Jura, 73 000 habitants, un petit canton, près de 37 000 hectares de forêt. Ça couvre quand même 44% de la surface. C'est le deuxième canton le plus boisé après le canton du Tessin et on peut voir qu'il y a 72% de forêts de production. Donc c'est la majorité des forêts qui sont exploitées. On a un matériel sur pied qui est légèrement supérieur à la moyenne. Ça se monte aux environs de 415 mètres cubes à l'hectare. Ça, ce sont des chiffres qui datent de quelques années, refaits depuis. Et dans la problématique du dépérissement des hêtres, on voit que le hêtre, justement, couvre 30% du territoire. Il est suivi par le sapin et ensuite de l'épicéa. L'épicéa, compte tenu aussi des années de sécheresse qu'on a eues ces dernières années, il est en diminution et je pense certainement que le chiffre est tombé en dessous des 20% dans la proportion. Et pour vous donner un ordre d'idée, on exploite annuellement dans le canton 190 000 mètres cubes. Ça, ce sont les chiffres de l'année passée. Encore juste un chiffre pour terminer, 75% de forêt publique et on a encore un quart de forêt privée. Ici, la traduction en allemand. Et puis, je vais passer au slide suivant. Voilà, une présentation géographique en quelques mots du canton. Il y a 3 districts administratifs. Au nord, le district d'Ajoie, à l'est, le district de Delémont et à l'ouest, le district des Franches-Montagnes, qui est assez connu pour ces pâturages boisés dont vous avez une image tout au fond du slide. Je dirais qu'il y a 4 régions géographiques, donc les 3 districts que je vous ai présentés, plus le Clos du Doubs, ça c'est la photo de gauche sur le slide. En fait, c'est la vallée du Doubs, le Doubs qui prend sa source en France et fait une boucle dans le canton du Jura et repart en France. On a aussi le territoire du canton du Jura qui est découpé en 14 triages forestiers. Donc, ce sont des unités de gestion à la tête où on trouve les gardes forestiers. Pourquoi ce projet? Ce projet donc,
fait suite aux sécheresses de 2018. Et puis là, en 2019, sont apparus les premiers symptômes. Et puis là, les forestiers ont tout d'abord lancé une alarme. On a vu que les hêtres ne débourraient pas au printemps, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de feuilles pour une grande partie. Et puis les propriétaires se sont posé la question au niveau économique, dû aux pertes, et puis bien sûr le service cantonal des forêts également. Les questions qui se posaient, c'était quel le volume qui était endommagé. On n'avait aucune façon de déterminer ce volume, quel était le pourcentage d'arbres condamnés. Et puis tout ça découlait sur la question suivante: quel volume devra-t-on abattre annuellement dans les années qui suivent la sécheresse? Tout ça, c'était quelque chose de nouveau. Et puis après, il fallait se diriger dans le terrain et puis avoir une vue d'ensemble, ce qu'on n'avait pas. C'était seulement des vues qu'on avait depuis le sol. Même avec les drones, c'était difficile à faire des cartes des endroits endommagés. Voilà un peu toutes les questions qui se sont posées suite à ces dégâts, donc tout ça dès 2019. Pour bien comprendre la problématique, je vous montre ici, un diagramme issu de Météo Suisse qui présente les précipitations en 2017 et 2020. Donc le graphique va déjà, en deçà de ces années et même au-delà. Je crois que les dernières années, sauf erreur, étaient 2022. Et là, je vous ai entouré sur la droite du slide les années 2017 à 2020. Et on voit que sur ces années, on a un déficit de précipitation. Alors ce déficit, on l'a déjà eu auparavant, mais ce qui est particulier, c'est que c'est des années qui se suivent, 2017, 2018, 2019 un peu mieux, et on a de nouveau un déficit en 2019. L'avant, dernier bâtonnet, 2021, on a eu une année, bien arrosée, très arrosée, qui a permis un petit peu de redonner, du contenu dans les sources. Et de nouveau, 2022, une année très, très sèche, comme on le verra par la suite. L'historique, brièvement, donc les premiers symptômes en fait de coloration des feuilles sont apparus à fin 2018, prématurément. D'habitude, les feuilles jaunissent en 2018, mais depuis le mois d'août déjà, les feuilles ont commencé de brunir, de jaunir, et il y en a beaucoup qui sont tombées déjà à terre prématurément. Ensuite, 2019, là, c'est l'alerte des gardes forestiers qui ont observé que les hêtres ne débourraient pas, ne faisaient pas de feuilles. 2020, de nouveau une année très chaude avec un déficit de précipitations et comme je l'ai dit précédemment, en 2021, de fortes précipitations qui ont laissé un peu de répit à la forêt. La localisation des dégâts, donc ici, en rouge, en brun rouge, vous avez les dégâts issus alors de 2 sources différentes. L'une, ce sont les observations des gardes qui ont été faites sur le terrain et une partie provient des images satellites du NDWI qui mesure le taux d'eau dans les végétaux. Et puis, alors ces images étaient vraiment difficiles à interpréter, ça correspondait pas toujours à la réalité du terrain. Mais en recoupant ces 2 informations, on a pu, établir une carte assez grossière, je dirais, des dégâts. Et puis ces dégâts, on voit qu'ils sont situés au nord de la Joie, dans la partie la plus basse, du canton. Et puis, étonnamment, on a, du côté de Charmoille, une partie aussi qui est fortement endommagée. Pourquoi j'ai entouré Berneuvezin et Charmoille? Ce sont les 2 endroits où on a fait les vols avec l'hélicoptère qui ont permis de recueillir les données qui vous seront présentées après. Et maintenant, un petit quiz. Il faudra qu'on me guide. Je crois qu'on m'a dit d'attendre quelques instants. Un petit questionnaire sur, on va, pour déterminer
l'état des arbres. Alors j'attends le signal. Je peux passer au slide suivant. Est-ce que je commente cette, slide déjà? Ouais, je je peux commenter. Alors, voilà, dans la question était: «Quel état de santé de cet arbre?» La majorité ont mis qu'il était malade, une petite, personne n'a mis qu'il était mort. Est-ce que je commande déjà le résultat? Non, je passe à la question suivante. Ah voilà, voilà. Alors voilà, donc ça c'est un être malade. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Rapidement ici on voit qu'il a une perte de feuillage déjà assez importante. Je dirais, qu'elle, autour de 50 de perte. On a 2 types d'arbres malades, mais ça c'est la 1re forme. Je passe au slide suivant. Alors voilà, pour la 2e image, une majorité a répondu qu'il était sain. Et puis, une autre petite proportion, malade et personne n'a mis qu'il était mort. Et ici, la réponse est bien évidemment que c'est un arbre qui est sain, c'est l'arbre qui est au centre de la photo. Les arbres qui sont au-dessus, enfin autour, en fait, dans la réalité, ils sont aussi considérés comme sains. On le remarque, ils ont une densité de feuillage qui est élevée. Bon. Oh, oh, je suis venu un peu trop rapidement. Bien évidemment que cet arbre est malade ici. Alors c'est clair que dans la réalité, la détermination est plus facile. On a d'autres arbres qui sont à côté. On voit ici que le sommet, du houppier, donc de la couronne, est quasiment, sans feuilles et par contre après il refait des feuilles en dessous de la couronne. Ça c'est une réaction, il donne encore toutes les forces qu'il a pour essayer de faire du feuillage, ce qui permet de maintenir l'arbre encore en vie quelques années. Al alors ici, presque un sans faute, pour les réponses. On voit ici que la couronne est cette fois complètement sèche, contrairement, à avant et puis il est encore Moi, j'entends.
Oui, est-ce que ça marche cette fois? Oui. Je commente ici les non, je passe les scores. Je continue. Ici, vous avez ça résume un peu ce qu'on a vu avant. Tout à gauche, vous avez un arbre qui est complètement sain. À l'opposé, tout à droite, un arbre qui est complètement mort. Et les photos entre les deux sont les différents stades de dépérissement. À force de voir les arbres sur le terrain, on distingue assez facilement leur état, même en hiver, en absence de feuilles. Ici, c'est une forêt de haies qui a été prise par drone en 2019. Donc les arbres, donc c'est une photo qui a été prise durant la saison estivale. On peut constater que la grande majorité des arbres n'ont plus de feuilles, donc c'est tel qu'on pourrait le voir dans les endroits les plus atteints dans la plaine d'Ajoie au nord du canton. Ici, à l'intérieur de l'arbre, lorsqu'on découpe, on voit les dégâts. Donc, c'est une perte aussi pour le propriétaire forestier. Ce sont les taches noires, noirâtres, les taches qui sont brunes très claires. Ça, c'est une coloration qui est rouge, dont on ne voit pas le contraste à l'écran. Ça, c'est des colorations qui sont acceptées et qui sont assez normales. Mais le noir qui est en étoile, ça, ce sont les dégâts consécutifs à la sécheresse. Pour terminer, l'état de la situation aujourd'hui, donc avril, mai 2023, il reste encore environ 200 000 m3 de hêtres. Euh, je recommence, pardon. 200 000 m3 de bois de hêtres ont été abattus précédemment. Il en reste encore tout autant ces 4 prochaines années. Donc, le service forestier procède à l'abattage des arbres les plus endommagés. Et puis, au fur et à mesure, ils attaquent les bois qui sont le moins endommagés. Donc, il reste encore facilement 3 à 4 années pour, euh, pour, euh, pour épurer tous les dégâts. L'année 2022 a été la plus chaude depuis les mesures. Elle est comparable à l'année 2018. Donc, on attend encore le début de la feuillaison pour aller sur le terrain, voir. Mais, d'après les premiers cas qu'on a pu voir, on n'a pas trop de dégâts jusqu'à présent. On constate aussi une stabilisation des dégâts dans les arbres qui étaient moyennement endommagés. Par contre, les arbres qui étaient au-delà de 50% de dégâts continuent lentement à se dégrader et ceux-là sont complètement condamnés à mourir et à sécher pour autant qu'ils n'aient pas été abattus précédemment. Voilà, j'en ai refait le tour un peu rapidement de la problématique et je laisse Clotilde poursuivre. Merci. Fonctionne. Sehr gut. Merci Marcel. Dann wir gehen jetzt auf Deutsch ein bisschen für unsere Freunde aus der deutschen Schweiz. Und ja, so Marcel und sein Team ist zu uns gekommen mit seiner Frage. Bei uns, ich sage so STDL, Swiss Territorial Data Lab, wir sind so eine Maßnahme der Strategie Geoinformation Schweiz. Und ja, wir sind eine Art Sandkasten für kollektive Innovation auf der digitalen Umgebung. Und wir bieten Lösungen von konkreten Problemen der öffentlichen Verwaltungen. Wir sind ein Team von Geodaten Scientists und wir arbeiten immer in Zusammenarbeit mit der Fachexperten, zum Beispiel hier der Kanton Jura, also die kantonale Forster, der Umweltamt etc. Und ja, hier die Zusammenarbeit entwickelt sich seit 7 Monaten und es geht um die Entwicklung einer Methodologie zur Bewertung des Gesundheitsgrades von Buchen. Direkt, wir haben ein paar Fragen für euch. Auch wieder ein bisschen testen, was ist Ihre Sensibilität für dieses Thema. Aber jetzt auf die Daten. So, wir werden LiDAR-Daten und auch Luftbilder anschauen und ich kann dann probieren, die Gesundheitsgrad zu bewerten.
Ja, schon nicht eine easy Frage, ja. Was ist jetzt hier vielleicht nicht so klar wie auf ein normales Foto? Wir sehen hier das LiDAR-Punktwolke kolorisiert mit die Luftbilder. Und was ist besonders zu sehen, ist hier auch die äußere Seite der Baumkrone. Man sieht die Ästen ohne Blätter. Man kann diese Muster erkennen. Eine zweite Frage, vielleicht jetzt habt ihr Ihre Idee. Ja, auch nicht so easy. Das ist eine ja, Screenshot von einer LiDAR-Punktwolke, nochmal kolorisiert. Das stimmt, die Baumkrone ist nicht vielleicht mega dicht, man sieht ein bisschen durch, aber man kann erkennen hier, wie die Blätter sind in kleine Bällchen am Ende der Äste. Das ist vielleicht das Muster hier zu erkennen. Noch eine Runde. Super, Ihre Gefühle sind wieder wächst. Prima. Ja, hier ist ja klar ein bisschen vielleicht mehr klar, dass es wirklich diese toten Astien, keine Biomasse hier auf der Baumkrone. Und dann man spürt schon dann, wie wird das Problem sein. Das ist eher zwischen vielleicht gesund und absterbende Buchen. Noch eine. Jetzt wechseln wir zum Thema Luftbilder. Ja, genau, das ist ein totes Baum. Wir sind ein bisschen schräg von oben. Man erkennt gut hier die toten Asten und die Umgebung ist ja noch ein bisschen gesund, aber der da ist schon tot. Ja, das war ein gesund Bäume, vielleicht ein bisschen unsymmetrisch, vielleicht auf einer Steige ist er, dann er ist eher so hier die Baumkrone, aber schön mit Blättern. Und eine letzte Luftbilder zu bewerten. Ja, genau, ein krankes Bohren. Ihr habt gute Augen gehabt, um diese toten Ästen hier zu erkennen, obwohl hier noch ein bisschen Blätter sind, aber man sieht schon, einige Ästchen, die sind jetzt nackt, ohne Blätter. Okay, dann könnt ihr schon die Scores anschauen, aber sonst gehen wir weiter. Ja. Prima Pi, mathematisch schon orientiert, weil, oh, jetzt ja. Genau, unser Ziel jetzt ist, was wir können menschlich sehen, auch das mit Data Science aussehen und vorhersagen. Und unser Ziel ist das Monitoring des Gesundheitsgrades zu tun mit Hilfe einer kategorisches Kartenlayer. Wir haben 3 Gesundheitsgrade, gesund, absterbende, abgestorben. Wir mögen auch dazu Zuverlässigkeit Info geben und wahrscheinlich produzieren wir ein Produkt mit dem Maßstab 1 zu 5000. Das ist sehr brauchbares an der Gemeindeebene. Und ja, wie gesagt, Monitoring, das heißt auch aktuelle Daten. Dafür haben Marcel und sein Team für uns eine Bodenwahrheit gesammelt mit 200 Buchen mit Gesundheitszustand.
Und wir haben auch gleichzeitig, wie hat er vorher gekündigt, dass wir haben einen Flug gemacht auf 2 Testgebiete, die Sie hier sehen, um LiDAR-Punktwolke und Luftbilder anzuschaffen. Und in diesem Projekt, wir benutzen auch Vegetation-Indizien aus Satellitenbilder, aus externen Lösungen. Das haben nicht selbst prozessiert. Und ja, mit dem LiDAR-Punktwolke, wir suchen strukturelle Parameter zu kreieren. Und wir haben das teilweise gesehen, es gibt sichtbare Strukturen. Hier, das ist ein Ausschnitt von nur ein Baum von der Punktwolke. Und wir sehen hier die Ästen, der Stamm, die Biomasse, die hier ist. Und wir versuchen das mathematisch zu beschreiben, zum Beispiel hier mit einer Dichtefunktion entlang die Höhe des Baumes. Und das ist, was steht hinter unserer Methode. Wir gehen von dem 3D-Punktwolke hier link zu einer 2D-Karte. Und ihr seht diese Rotquadrat. Und es gehört dazu eine Volumen im Punktwolke. Und wir versuchen das zu zusammenfassen in eine Raster-Zell-Daten, damit wir 2D gehen auf eine Karte. Wir haben so 10 verschiedene Parameter berechnet. Das war eine Piste. Ein anderer ist die Satellitenbilder. Vielleicht habt ihr schon vom Vegetation-Indizien gehört. Es geht darum, dass die Vegetation hat verschiedenes Vegetation-Rückstrahlung abhängig von dem Gesundheitszustand. Zum Beispiel eine gesunde Blätter hier rückstrahlt mehr in der Nähe Infrarot als in Redwände. Und das ist unterschiedlich mit dem toten Ästchen. Hier es gibt genauso wie viel Nähe Rotinfrared als Rotwände. Und das macht eine unterschiedliche Ratio am Ende und man kann das dann die Gesundheitszustand unterschieden mit Hilfe dieser Indizien. Wir haben auch diese Vegetation-Indizien aus dem Luftbilder berechnet. Im Luftbilder, wir haben auch Schwellwerte benutzt auf die Bilder. Wir haben auch statistisch gemacht. Die Idee war, ein bisschen Verallgemeinerung zu tun. Wir haben eine sehr hohe Auflösung Bilder. Es gibt manchmal ein bisschen Rausch. Dann wir haben einen Tiefpassfilter verwendet, danach statistisch gemacht für unsere Bäume in der Feldwahrheit. Das wäre ein Beispiel von einem Buch der Feldwahrheit. Die gelbe Linie ist so die Baumkrone-Grenze und in schwarz wir haben bedeckt die zu tiefe Pixel, damit wir nicht die Unterwuchs in der Statistik nehmen. Und dann haben wir zum Beispiel Minimum, Maximum, Median berechnet und danach das noch weiter benutzt. Aber hier vielleicht noch eine Darstellung, was gibt es in diese Luftbilder als Info. So, links man sieht die Luftbilder, man erkennt einen toten Baum und rechts, das ist auch die Luftbilder. Wir haben Schwellwerte benutzt auf eine Kombination des Vegetationindex und der Näheinfrarot und man erkennt dann gut die toten Asten und in grün die lebendigen Blätter zum Beispiel. Aber das ist schwer zu anwenden auf eine große Region, weil man konnte auch nur die Fotos anschauen und dort gehen. Wir wollen eine größere Ebene von Information benutzen. Und das machen wir hier jetzt dank dieser 3 Piste, diese 3 Art Daten. Wir benutzen sie zusammen in einem Machine Learning Algorithmus, hier das Random Forest, das wir können trainieren dank unserer Feldwahrheit, damit wir machen eine Vorhersage auf 2D, so dann wir kriegen eine Karte über den Gesundheitszustand. Und ja, das ist ein bisschen diese darstellen alle, wie die Daten, die Deskriptoren sind zusammen verbunden. Wir haben verschiedene Auflösungen, zum Beispiel 10 Meter von die Sentinel-2-Bilder. Wir haben diese 3 Zentimeter Luftbilder. Inzwischen, wir haben auch diese strukturelle Parameter des LiDAR auf eine 2,5 Meter Gitter berechnet. Und wir haben auch diese Statistik auf die Polygone der Bäume. Aber sie sind alle auf eine Koordinaten
verbinden. Dann wir haben diese Datasets für jeden Baum der Feldwahrheit. Und so funktioniert eine Random Forest. Es gibt 2 Phasen, eine Training-Phase. Die Idee, dass, okay, wir kennen unsere Buchen mit Gesundheitszustand, gesund, gestorben und so weiter. Und wir bauen Entscheidungsbäume. So, wir haben eine Frage, ist die Vegetationindex größer oder kleiner als diese Schwellwerte? Nein, ja. Ist diese strukturelle Parameter größer, kleiner als diese Schwellwerte? Ja, nein. Dann wir bauen alle diese Entscheidungsbäume und das kreiert diese Random Forest. Bitte nicht vertäuschen mit einem echten Wald. Das ist ganz etwas anderes. Und dann eine zweite Phase, die Vorhersagephase. Wir haben unser Modell, unsere Random Forest, alle diese Entscheidungsbäume und dann ein Baum, dass wir kennen nicht die Gesundheitszustand, geht durch diese Frage, antwortet jeweils und ja, dann das ist eine Gesundheitsbuche, gesundliche Buche oder nein, er ist eine tote Buche. Und dann, wir können eine Vorhersage tun. Und dann, das wäre ein mögliches Produkt, dieser Random Forest von unserem Testgebiet hier im Rot. Und wir haben 3 Kategorien, dann gesund, absterben und abgestorbene Buchen. Und da, das ist geschrieben, die Scores, ein bisschen wie viele diese Entscheidungsbäume haben für eine Gesundheitsklasse gestimmt. Und dann, je dunkel die Farbe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, die Vorhersage richtig ist. Und das ist hier interessant zu erkennen, so Regionen, die vielleicht hier absterben sind, dann ist es interessant, auf dem Feld zu gehen, was sollen Schneiden werden sein oder nicht, etc. Oder hier, ja, ist das wirklich gesund? Wir schauen mal kurz hier oder vielleicht nächstes Jahr gehen wir wieder das schauen, ob alles gut in Ordnung ist oder man soll schon etwas schneiden oder etwas unternehmen. Und ja, das ist ein bisschen unsere Schlussfolgerungen, dass jede Datenquelle hat etwas geliefert. Wir haben eine gute, aber noch begrenzte Vertrauen in der Vorhersage. Global ist 79% Genauigkeit, aber wir sehen hier, dass die absterbende Klasse ist noch etwas schwach. So, wir wollen das noch ein bisschen verbessern, aber die Verstorbenen gerade bekommen unsere ersten Produkte und vielleicht können wir das verbessern in einer zweiten Runde dank ihren Feedbacks. Das wäre für mich. Danke fürs Zuhören. Parfait, merci beaucoup Clotilde et Marcel. Donc, ben, j'imagine qu'après ça, vous irez plus vous promener en forêt de la même manière. En tout cas, on espère que vous regarderez un peu en haut. Et puis, si un jour on a besoin de personnes pour aller sur site pour avoir de la ground truth, comme vous l'avez compris, cette vérité terrain est nécessaire pour après entraîner nos algorithmes, ben, on pourra peut-être vous solliciter pour le faire. Heu, donc voilà, on va passer aux questions. Ah, il y a une personne qui est en train d'écrire apparemment, donc on va attendre. Ouais. Alors une question pour Clotilde. Wie groß ist das Verhältnis von Trainingsdaten zu Vorhersagenkarten? Wie viele Testdaten sind notwendig? Ja, das ist eine gute Frage. So wie ich hatte gesagt, wir haben 2 Buchen in so Feldwahrheit. Die Testgebiet hier ist noch etwa klein und in einer Region, noch in einer Region, dann noch eine so äußere Bedingungen. Und das ist etwas, das wir wollen vielleicht verbessern mit dieser ersten Feedback vom Feld. Vielleicht kriegen wir dann ein paar mehr äh, neue Objekte für unsere Feldwahrheit, dann wir können unsere Vorhersage verbessern, weil das ist noch ein bisschen so schwach auch. Desto mehr Training, Daten, vielleicht desto mehr die Vorhersage kann auch stabil sein. Das ist eine Parameter in die Qualität der Vorhersage. Mhm. Ja. Ah, je peux répondre en français, pareil. Très bien. Et là, on a utilisé une librairie
R qui était très poussé pour, le lidar, qui nous a permis de faire, de bonnes analyses. Donc on a continué dedans pour, le random forest. Donc c'est aussi le package Caret de R qui est utilisé pour la prédiction. Parfait. Donc il y a encore une question. Ja, 3 sur 4 maintenant. OK. Nein, wir nehmen nicht die Steigung oder die Orientierung, ja, ja, ich vergesse jetzt meine, aber nein, wir nehmen das nicht, in Bedacht, ja. Aber wir wissen, dass es gibt in diesem 2 Tischgebiet, verschiedene Orte und eine ist mehr südlich orientiert und das ist auch, wo es gibt jetzt mehr, tote Bäume, dann das ist auch möglich, diese äußere Parameter in ein weitere Modell einzubegriffen, ja. Ist gut, ist gut. Okay. Wie groß ist die Unsicherheit zwischen verschiedenen Personen, welche die Bäume im Wald klassifizieren? Das ist eine sehr gute Frage. Am Anfang in die Feldwahrheit, es gab 5 Kategorien, so vom gesund zum tot, aber mit 3 Niveau vom, absterbende Buchen. Und wir haben das noch in 3 Klasse, gemacht, damit eben diese menschliche Sichtpunkt ist ein bisschen so, smooth dann es gibt, weil das ist ja sicher, immer so etwas Sichtbares, Bewertungen. Dann ja, das ist eine gute Punkt. Oh, paar gewachsen. Wir konzentrieren uns auf die Buchen. In diese Teil des Waldes, es gibt wie 80% Buchen, so das ist sehr hoch. Und, ja, wir können zum Beispiel die Tannen von die Laubbäumen dank die Lieder im Winter vielleicht unterschieden. Aber, ja, das ist noch bis jetzt allgemein ohne spezielle Unterschiede gemacht. Ich gehe zum nächste Frage. Quelle est la suite pour cette étude? Donc transmettre nos résultats à Marcel et à son équipe. On espère donc un premier retour de leur part, peut-être une deuxième version des résultats et l'idée, c'est donc si on arrive à étendre ça avec les données actuelles de Suisse Topo, de pouvoir, ben, donner une carte de manière plus large à l'ensemble du canton et si on arrive aussi à trouver de l'intérêt dans d'autres cantons, c'est toujours volontiers qu'on partage nos solutions. Ouais, peut-être juste pour Mmh. compléter là-dessus, effectivement, notre objectif en tant que STDL, c'est de faire un prototype, de démontrer jusqu'où on peut aller, s'assurer avec les forestiers notamment que ça fonctionne et puis après tout le code sera ouvert et accessible, pour que des sociétés puissent, ou le canton lui-même puisse se l'approprier et puis avoir un produit qui permet de faire ce monitoring. Ja, je continue. Wie groß sind Omission Commission Errors? Es ist so, wir haben für ein Performance-Metrik für ein die Metrik, die wir optimisieren, es geht darum, die Fehler zum Beispiel eine absterbende Buchen, die werde als Gesundbäume, vorhersagt. Wollen wir minimisieren. Dann es gibt ja eben diese Fehler zu minimisieren. Und jetzt haben wir so schon erreicht, einige davon schon in die andere Type of Error zu senden, dann eher so Pessimist, sein. Und, ja, so zum Beispiel, ich habe vorher in meinem Slide eine 72% Genauigkeit für die, abstammenden Buchen. Das ist halt dann es gibt nur, so etwa wie 10 in diese Error, das wir wollen nicht tun und etwa 20% in die pessimistische Fehler. Wir sind okay zu haben, weil es geht danach Feldkontrolle. Pourquoi est-ce que les images aériennes de Suisse Topo ne sont pas utilisées? Il y a aussi le canal infrarouge. Donc là, c'était une question justement de temporalité, d'avoir vraiment la situation actuelle du terrain et justement, c'est aussi une demande de nos bénéficiaires de maintenant aussi essayer avec, les produits de Suisse Topo qui sont pas toujours effectués au même moment, par exemple le lidar entre les images. Il y a aussi la question que les images aériennes de Suisse Topo toutes les 6 ans sont faites,
en tout début de saison, donc quand il y a pas encore les feuilles, ce qui est un problème, pour, les calculs d'indice de végétation. Mais on sera très heureux d'utiliser les images, CRS. C'est un produit très important dans beaucoup de nos projets désormais. Parfait, ben, merci beaucoup pour toutes ces questions et l'interaction qu'on a ensemble. Donc on va passer au sujet suivant. Alors je vais présenter notre orateur, donc Raik Leiterer, ouais, voilà, dont le titre est Automatische Erkennung der Schneedecke. Donc Raik Leiterer kam nach seinem Studium zum Geomatiker 2011 in die Schweiz und promovierte an der Remote Sensing Laboratories zum Themen Weltstrukturenerfassung aus LiDAR-Daten. Er arbeitet 5 Jahre für der National Point of Contact und ist jetzt CEO und Co-Founder des 2017 gegründete University of Zurich Spin-off Exolab. Seit 2022 er ist auch zudem Innovation Manager bei der Data Innovation Alliance, eine InnoSwiss gefördertes Netzwerk für den Ausbau datenbasierter Verschöpfung. Raik, je te cède la parole et puis nous démarrons avec une question que tu as posée à l'audience. Du kannst jetzt sprechen, Raik. Okay, dann willkommen, genau, zur Präsentation, die auf Deutsch stattfinden wird. Und ich sehe schon bei der Beantwortung der Fragen, dass das Vertrauen in die Satellitendaten, erfreulicherweise sehr hoch ist und dass im Schnitt, sehr viele Personen davon überzeugt sind, dass eigentlich alle Variablen, mit Satellitendaten erfasst werden können, mit einer kleinen Ausnahme, nämlich, äh Punkt 4, das heißt, ich glaube, das sind die Windgeschwindigkeiten, genau, die Windgeschwindigkeiten, und der Wassergehalt im Schnee, das sogenannte Schneewasseräquivalent. Da gibt's 'n berechtigte Skepsis. Ich hoffe, mit dem Vortrag die Fragen ein bisschen beantworten zu können. Was geht womit und wie gut geht es? Und vor allem, wie weit sind wir aktuell in der Operationalisierung? Weil es ist immer ein großer Unterschied zwischen dem, was geht in der Forschung, in der Praxis für einen kleinen Ausschnitt und was braucht es letztendlich, um ein operationelles Produkt für ein Monitoring umzusetzen. Und ich glaube, wir sind fertig. Genau, dann würde ich jetzt, in die Präsentation wechseln. Schauen wir, ob das gut funktioniert. Können Sie das sehen, die PowerPoint? Ich hoffe. Okay, also die Präsentation thematisiert die automatische Erkennung der Schneedecke. Das heißt, ein operationelles, äh, selbstlaufendes System. Und an sich, warum? Ganz einfach, in der Schweiz gibt es viele Bereiche, die sind ganzjährig schneebedeckt und natürlich ähm, wissen Sie alle, dass Wintersport, Wintertourismus ein wirtschaftlich sehr spannender Faktor ist in der Schweiz, aber halt auch bedingt durch die globale Erwärmung ein System ist, was stark im Wandel ist. Sei es Richtung Schneelawinen, sei es aber auch, was unter dem Schnee liegt, Permafrostgebiete, die dann vielleicht nicht mehr so gut isoliert werden, durch die Schneedecke schneller abtauen. Es kommt zu Bergstürzen, Hangrutschungen, Schlammlawinen, was dann wieder direkt Einfluss hat auf die Bevölkerung, auf die Wirtschaft. Wenn wir jetzt Schnee uns anschauen, wie es viele von Ihnen sicherlich kennen im Winter, dann kann man sagen, okay, das ist relativ einfach. Schnee ist weiß,
natürlich kann der Satellit Schnee sehen. Man sieht, wo Schnee liegt. Das wird aber ein bisschen schwieriger, wenn man dann mal ein bisschen mehr ins Detail schaut. Ja, da liegt Schnee, aber wir haben ja auch noch eine Landbedeckung. Wir haben Bäume, wir haben Gras, Buschland, wir haben Infrastruktur und plötzlich ist das Bild weiße Schneedecke überall gar nicht mehr so klar. Natürlich liegt im Wald auch Schnee, aber oben drüber sind Bäume, die vielleicht nicht mehr schneebedeckt sind. Wie sieht es da aus mit der Schneebedeckung? Liegt da Schnee oder nicht? Wir können das recht gut interpretieren. Wir haben Erfahrung. Wir wissen, es liegt unter den Baumkronen Schnee. Für einen Satelliten ist das recht schwierig, weil er sieht ganz deutlich, das sind keine weißen Pixel. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter reingehen, nämlich auf einer höheren räumlichen Auflösung uns das anschauen, dann wird die Verteilung des Schnees, nicht nur da liegt Schnee oder liegt nicht Schnee, sondern wie viel Schnee liegt wo, wahnsinnig anspruchsvoll, weil, wie Sie hier sehen, es ist nicht so ganz nachvollziehbar, warum in bestimmten Bereichen, ungefähr 1 Meter Schnee sich aufgetürmt hat auf einen kleinen Baum, in anderen Bereichen, mehr oder weniger die Baumkronen schneefrei sind. Da spielen dann sowas wie Windgeschwindigkeit natürlich, 'ne wichtige Rolle, ein bisschen auch Abdeckung, Schatten, das heißt Sonneneinstrahlung. Das heißt, es wird relativ schnell sehr komplex. Und genau das ist das, was wir mit Exolabs und unserem Schneemonitoring-System versuchen, irgendwie greifbar zu machen. Und es ist nicht einfach. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Es ist mehr oder weniger angewandte Forschung, aber halt schon mit einer operationellen Implementierung. Wie funktioniert das Ganze oder warum kamen wir überhaupt drauf? Klassisch wird Schneebedeckung und Schneehöhe über Stationsdaten ermittelt. Was Sie hier sehen, sind Stationsdaten, einmal vom Meteoschweiz und einmal vom SLF, Schnee- und Lawinenforschungszentrum in Davos. Und Sie sehen im Sommer, die Stationen von der Meteoschweiz sind jetzt nicht so super repräsentativ. Quasi, es liegt kein Schnee. Nirgendwo. Das heißt, die Schneekarten von Meteo Schweiz, basierend auf diesen Stationsdaten, geben ein nicht super repräsentatives Bild, weil natürlich hat es Schneebedeckung in den höheren Lagen. Ähm, die SLF-Stationen, die sind ein bisschen besser verteilt, aber auch da sieht man, hier die Zahlen sind die Schneehöhe in Zentimeter. Auch das ist halt natürlich nur bedingt repräsentativ. Es ist repräsentativ für diesen Standort, aber daraus dann eine Verteilung zu berechnen, wo liegt wie viel Schnee, zum Beispiel im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Schnee für die Wasserkraft, ist nahezu unmöglich, weil es ist nicht repräsentativ für die Fläche. Der Ansatz wäre dann, okay, nehmen wir halt Wettermodelle, Klimamodelle. Das sind 2 verschiedene Wettermodelle, die die Schneehöhe darstellen. Und dann sieht man, okay, die, Unterschiede sind recht relevant. Schauen Sie sich einfach mal den Bereich rund um Montreux an. Ja, da liegt Schnee. Nein, da liegt weit und breit kein Schnee. Und man sieht auch die, absoluten Werte der Schneehöhe oder Schneetiefe sehr unterschiedlich und natürlich auch sehr seltsame geometrische Muster. Das heißt, diese Outputs von den Wettermodellen, die haben natürlich auch Limitationen im Hinblick auf, wie, repräsentativ sind sie, wie glaubwürdig sind sie und wie gut ist die räumliche Auflösung. Deswegen kamen wir mit 'nem Ansatz, wo wir gesagt haben, wir nutzen das Tool, was Sie so schön auch, beantwortet haben, was relativ viele Variablen, die die Schneebedeckung und Schneehöhe beeinflussen, nutzen kann. Wir nutzen Satellitendaten. Satellitendaten kennen Sie, finden mehr und mehr Verwendung. Es gibt mehr und mehr Systeme im All. Wir fokussieren auf frei verfügbare Satelliten, weil das Ganze soll ja irgendwie auch bezahlbar sein, wenn man ein Monitoring übergeht. Und da gibt es sehr hoch aufgelöste Satelliten. Da sind wir im Bereich von 10, 20, 30 Meter Auflösung. Das heißt, ein Pixel repräsentiert ungefähr 10 mal 10 Meter auf der Erdoberfläche. Und es gibt noch andere Satelliten, die haben dann schlechtere Auflösungen um die 250 Meter, 500 Meter. Dafür nehmen sie regelmäßiger auf, quasi jeden Tag. Und die Kombination von diesen Satellitendaten ermöglicht halt ein sehr regelmäßiges Monitoring der Schneebedeckung. Das klingt jetzt wieder so einfach, aber nur mit den Satellitendaten allein kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, wenn wir solche Schneekarten produzieren wollen auf einer hohen räumlichen Auflösung, dann brauchen wir zum Beispiel Informationen aus der Vergangenheit, wo liegt wie lange Schnee. Wir brauchen Informationen über das Gelände, Höhe, Ausrichtung,
Neigung von der Hangoberfläche. Wir brauchen natürlich Informationen über die Landbedeckung. Wo ist Wald, wo ist Gletscher, wo ist Grasland, wo sind urbane Infrastrukturen. Wir brauchen Informationen der Stationsdaten, weil sie sehr genau sind. Das heißt, mit diesen Niederschlagsdaten, mit diesen Schneehöhedaten kann man sehr genau punktuell die Karten, die man flächendeckend mit Satelliten ableiten kann, anpassen, verbessern. Ne, das sind diese In-situ-Daten, die wahnsinnig wertvoll sind, wie wir in dem vorhergehenden Vortrag auch schon gehört haben. Natürlich nutzen wir auch Wettermodelldaten, die halt den Niederschlag, den Neuschnee berücksichtigen können, die die Verteilung von dem Schnee, von dem Niederschlag modellieren können als zusätzliche Informationsebene. Wir nutzen Informationen, wo wir wissen, es gibt da Zusammenhänge. Zum Beispiel gibt es einen Zusammenhang zwischen der Schneetiefe und der Hangneigung. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Schneetiefe und Höhe. Temperatur. Diese Zusammenhänge kann man statistisch beschreiben und kann das auch als zusätzliche Indikatoren, zusätzliche Features, Merkmale verwenden. Und zuletzt müssen wir das Ganze berücksichtigen im Hinblick auf, was funktioniert auf welcher räumlichen Einheit. Das heißt, manche Merkmale funktionieren sehr gut auf kleinen räumlichen Einheiten, manche eher auf großen räumlichen Einheiten. Jetzt können Sie wieder sagen, okay, super, wir haben diese ganzen Daten, wir nutzen die mysteriöse Power der künstlichen Intelligenz und generieren daraus Schneekarten. Grundsätzlich ja, nur ist das so, dass der Treiber für ein tägliches Monitoring ist nicht ganz so super zuverlässig. Unsere Satellitendaten nehmen nicht immer auf. Sie sehen das hier mit Landsat 9 und dann gibt es mal keine Aufnahmen und dann habe ich einen anderen Sensor, MODIS, der nimmt deutlich schlechter aufgelöst aus, was die räumliche Auflösung betrifft. 500 mal 500 Meter. Dann habe ich wieder ein bisschen Zeit und dann kommt Sentinel mit 10 mal 10 Meter dazu. Sie sehen, dass in diesen 3 Satellitendaten so weiße Flecken sind. Das sind Wolken. In diesen optischen Daten haben wir Wolken. Heißt, wir wissen nicht, wir sehen nicht direkt, was unten drunter ist. Ich kann da jetzt natürlich sagen, ich generiere ein Produkt mit Lücken, aber das war nicht unser Ansatz. Wir wollten ein tägliches Produkt generieren, was flächendeckend ist, ohne Lücken. Und wir wissen ja auch, wenn am Tag vorher Schnee liegt und es gab eigentlich keine Veränderung in der Temperatur und keine Veränderung im Niederschlag und keine Veränderung, die irgendwie die Schneedecke beeinflusst, dass sehr wahrscheinlich unter den Wolken am Folgetag immer noch Schnee liegt. Das heißt, wir nutzen diese Information, unser Verständnis über Schnee als System und kombinieren das mit diesem Wettermodell-Output, wo wir wissen auch, wie viel Niederschlag kommt runter. Ist der Niederschlag in Form von Schnee oder in Regen? Und dann können wir Schneekartenprodukte generieren, das heißt diese Schneebedeckungsprodukte. Das ist so die Theorie. Wie sieht das im Detail aus? Das heißt, wir haben da ein Modell, was relativ viele verschiedene Komponenten maschinellen Lernens auch hat, wo wir dann die unterschiedlichen Inputdaten, hier nur am Beispiel von Sentinel-2 und MODIS aufgezeigt, wichtet. Das heißt, je nachdem, wann diese Daten reinkommen und wie gut sie aufgelöst sind, das heißt, welche Qualität das Merkmal hat, kriegen sie ein anderes Gewicht und das Schneeprodukt wird geupdatet oder nicht. Das heißt, wir haben da so ein Multi-Feature, einen mehrdimensionalen Merkmalsraum mit Gewichten, um möglichst nah an den tatsächlichen Begebenheiten zu kommen, in Abhängigkeit von der ganzen Verfügbarkeit der Daten, die wir haben. Wie sieht das Ganze dann aus? Letztendlich so, wir haben eine Karte der Schneebedeckung. Sie sehen in Blau, da ist die Schneebedeckung mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit richtig. Das heißt, der Algorithmus sagt nicht nur, da liegt Schnee, sondern auch, wie sicher sind wir uns. Die grünen Bereiche, da sind wir in diesen Übergangsbereichen. Das heißt, da sind wir uns eher unsicher, Schrägstrich, da haben wir so Schneepatches. Das heißt, da ist nicht mehr eine kontinuierliche Schneedecke, sondern man hat so dort noch einen Fleck Schnee, dort noch einen Fleckschnee. Das heißt, das ist eine typische Schneebedeckungskarte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Zuverlässigkeit. Wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was bisher verfügbar war in der Schweiz, und da müssen wir sagen, wir hatten schon ein sehr hohes Niveau in der Schweiz, dann sehen Sie links oben die Karte, wie es bisher verfügbar war. 1 Kilometer Auflösung, wöchentliche Updates, Region Andermatt, und rechts unten sehen Sie die Schneekarten, wie wir sie aktuell produzieren, jeden Tag. Das heißt, Sie sehen einen Riesenunterschied in der räumlichen Auflösung natürlich. Sie sehen eine viel bessere Differenzierbarkeit der Eigenschaften bedingt durch die Topografie, durch der Geländeoberfläche
Und natürlich können wir dieses Produkt jeden Tag generieren. Noch mal eine andere, 2,5D-Visualisierung. Ähm, Wahrscheinlich kennen Sie dieses Gebiet oder es kommt Ihnen zumindest sehr bekannt vor. UNESCO-Weltnaturerbe, Aletsch-Gletscherregion. Was Sie hier sehen, zeigt ein bisschen das Potenzial von diesen Schneekarten, wenn wir die Schneehöhe dann noch zusätzlich berechnen. Sie sehen sehr schön, es ist nicht einfach ein Gradient, es wird höher, wir haben mehr Schnee. Sie sehen die Unterschiede, wie der Schnee sich verhält auf den Gletscher, Aletsch-Gletscher, da, im Zentrum des Bildes. Sie sehen, dass die Grate, die Bergrücken nicht automatisch mehr Schnee haben, nur weil sie hoch liegen. Nein, sie sind exponiert zu Wind, das heißt, da hat man mehr Schneeverfrachtung, das heißt, generell hat man da dann eher weniger Schnee. Das heißt, Sie sehen sehr hohe Details letztendlich in der Verteilung des Schnees. Und jetzt können Sie natürlich sagen, es sieht wunderschön aus, aber stimmt das überhaupt? Und das ist recht anspruchsvoll. Wir validieren natürlich auch die Produkte. Da geht es recht viel Zeit und Energie rein. Was Sie hier sehen, ist die Validierung letztendlich mit den kantonalen Messstationen. Das heißt, wir haben da sehr viele Informationen. Wie ist die Schneehöhe an den Stationen? Wir haben über 18.000 Einzelmessungen genommen und mit unserem Schneeprodukt verglichen. Und Sie sehen ganz gut, wir erreichen da Genauigkeiten overall um die 95%. Wir sind nicht überall richtig. Werden wir auch nie schaffen. Es gibt da immer Unsicherheiten. Das heißt, es gibt kein 100% zuverlässiges Produkt. Aber wir sind in einem sehr, sehr, sehr hohen Zuverlässigkeitsbereich, was die Schneebedeckung betrifft. Die Schneebedeckung ist das eine. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, Richtung Schneetiefe, wird es deutlich anspruchsvoller, weil wir das vor allem flächendeckend, diese feine Verteilung von Schneetiefe anschauen wollen. Und da arbeiten wir eng mit dem SLF zusammen, die regelmäßig Drohnenflüge durchführen. Das heißt, die machen letztendlich 'ne stereofotogrammetrische Auswertung, generieren Höhenmodelle basierend auf Drohnendaten und vergleichen diese Höhenmodelle einmal ohne Schnee und einmal mit Schnee und berechnen darüber die Schneehöhe. Und so sehen diese Karten aus und da sehen Sie auch schon die ersten Limitationen, da in diesen Bereichen, die auf der linken Seite grün sind, das heißt, da ist Wald, da funktionieren diese Ansätze nicht. Das heißt, Sie können grundsätzlich erstmal Schnee im Wald nur sehr schwer oder nicht erfassen. Wenn wir das jetzt überlagern mit unseren Schneehöhenkarten, das ist so eine Schneehöhekarte, wie wir sie produzieren, täglich für den kompletten Alpenraum. Das ist noch mal die Karte basierend auf den Drohnendaten. Und jetzt sehen Sie eine Überlagerung dieser beiden Produkte. Dann sehen Sie, wie wahnsinnig schön, ich finde das jedes Mal wieder aufs Neue überraschend und, beeindruckend, wahnsinnig gut die räumlichen Muster dieser Schneehöhenverteilung übereinstimmen. Mit dem Unterschied, dass wir nicht rausgehen und sehr datenaufwendig und zeitaufwendig mit der Drohne fliegen, einmal im Monat, sondern dass wir dieses Produkt täglich generieren und zwar nicht nur für diesen kleinen Ausschnitt, sondern für den kompletten Alpenraum. Das ist das Potenzial von Satellitendaten. Drohnendaten ist natürlich jetzt so ein Vergleich. Ich vergleiche die eine Fernerkundungsmethode mit einer anderen Fernerkundungsmethode. Das gibt eine gewisse, hm, ja, methodische, Redundanz, sagen wir es so. Aber es zeigt letztendlich ganz gut, dass diese Fernerkundungsmethoden in sich konsistent sind und ähnliche vergleichbare Ergebnisse liefern können. Wenn man jetzt aber sagt: „Okay, man möchte wirklich die In-situ-Messung haben“, auch da gab es dann Studien, wo wir mit einer Schneeprobe oder nicht wir, unsere Kollegen vom KLAMOS, von dem Gletscher-Monitoring-System in der Schweiz, dann wirklich Schneetiefen vor Ort gemessen haben, hier in dem Fall Aletsch-Gletscher, wo man auch sieht, dass auf ein recht anspruchsvoller Oberfläche, nämlich einem Gletscher, die Schneehöhen trotzdem sehr gut erfasst werden können. Sie sehen hier die Schneehöhen, die man letztendlich generiert hat und die Schneehöhen, die gemessen wurden im Gelände und man sieht einen sehr schönen linearen Zusammenhang. Das heißt, die Zuverlässigkeit von diesen Produkten ist recht hoch. Ob das im Detail jetzt hilft für Lawinenvorhersage, da sind wir noch jetzt in letztendlich Feasibility, Machbarkeitsstudie, um zu gucken, was ist das Potenzial. Bereits verwendet werden diese Produkte im Tourismus sehr. Das heißt, verschiedene Tourismusunternehmen in der Schweiz, Davos-Klosters, Flims, Laax, die nutzen diese Schneekarten, Skitourenguru, Gipfelbuch et cetera nutzen es. Das heißt, es gibt, diverse Plattformen, wo diese Produkte jetzt integriert sind und wo wir schön gut Rückmeldung kriegen, was uns hilft, das Produkt zu verbessern natürlich, aber halt auch
Wir sind ein Unternehmen, wirtschaftlich das Produkt weiterzuentwickeln und am Leben zu erhalten. Woran wir jetzt aktuell sind, ist dann die Weiterentwicklung Richtung Schneewasser. Das ist etwas, das kann man sehr schwer bis gar nicht mit Satellitendaten erfassen. Es gibt Ansätze, das mit Mikrowellendaten zu erheben. Da sind wir aber auf anderen räumlichen Auflösungen und das funktioniert auch nur, wenn man bestimmte Schneeeigenschaften hat. Das heißt, wenn der Schnee feucht ist, im trockenen Schnee funktioniert das nicht so gut. Aber das ist natürlich eine Komponente, die für die Schweiz als Wasserschloss Europas natürlich wahnsinnig interessant ist, Richtung Wasserkraft. Wie können wir diesen Wasserspeicher in Form von Schnee, wie können wir damit planen? Und dafür müssen wir das Schneewasseräquivalent kennen. Und da laufen jetzt gerade Machbarkeitsstudien auch mit den Wasserkraftunternehmen, die da aktiv sind, um die Planbarkeit von dieser Schneeressource zu verbessern. Okay, von meiner Seite würde ich jetzt das abschließen und offen sein für Fragen, damit wir wieder näher an den tatsächlichen Zeitplan kommen und bin da für Fragen und würde das Screensharing teilen. Parfait, super. Merci, Raik. Vielleicht du kannst deinen Bildschirm nicht mehr teilen. Okay. Habe ich. Dann wir haben Fragen. So, du kannst Raik die erste Frage sehen. Genau. Also grundsätzlich gibt es Ansätze, um mit Mikrowellen-SAR-Systemen die Schneetiefe zu bestimmen. Das ist sehr anspruchsvoll. Mit sehr trockenem Schnee kann ich sehr gut in diese Schneedecke eindringen. Das wird zum Beispiel in den arktischen Regionen gemacht, um die Schneehöhe zu messen. Sobald der Schnee nass wird, kommen die Mikrowellen nicht mehr so gut rein. Ich kriege dann andere Informationen, eben zum Beispiel, wie feucht ist der Schnee. Es ist ein Ansatz, Mikrowellen zu verwenden. Wir haben da auch Studien gemacht, um sozusagen die Schneegrenze zu erfassen, weil dort ist der Schnee in der Regel feucht. Das heißt, man könnte wie eine Schneelinie erfassen. Jetzt ist das an sich machbar, aber in den Alpen, wo wir sehr starke Topographie haben, gibt es wahnsinnig viele Einschränkungen, in welchen Bereichen ein 'n SAR-Ansatz funktioniert, weil die SAR-Systeme, die gucken sehr schräg. Das heißt, wir haben sehr viel, abgeschattete Bereiche und sehr viele Bereiche, wo wir so überlagernde Effekte haben, was eine akkurate, Detektion der Schneelinie schwierig macht. Und dann ist die Schneelinie auch nicht eine gerade Linie, sondern man hat die Patches. Das heißt, da hilft uns die Schneelinie an sich nicht viel weiter als das, was wir über die Meteodaten auch auslesen können. Ja. Aber ja, da ist ein Okay. Mehrwert drin. Grundsätzlich, Ist die eine andere Daten, Frage. Ja. Sie können die Daten jederzeit kostenlos sich anschauen, zum Beispiel in der Swiss Topo App, bei Skitourenguru. Wenn jetzt die Daten genutzt werden sollen, im Sinne von, ich möchte diese Daten weiterverarbeiten, dann müsste man drüber reden. Da gibt es verschiedene Varianten, weil das ist dann halt ein direkter Zugriff auf diesen Service, dass Sie die täglichen Daten dann auch im entsprechenden Format, das heißt über eine API, abgreifen können. Das können wir natürlich nicht kostenlos machen, das ist unser Geschäftsmodell, aber die Datenvisualisierung und die Verwendung der Daten, da gibt es sehr viele kostenfreie Plattformen, wo Sie die nutzen können. Wie gesagt, Gipfelbuch, Mountain No, Skitourenguru, ganz frisch auch integriert bei FatMap/Strava. Das heißt, die Schneedaten sind eigentlich in allen größeren Plattformen inzwischen integriert. Aber ansonsten gerne einfach Okay. Kontakt aufnehmen. Wir finden immer einen Weg. Ja, die Okay, there ist Hangausrichtung, die keine Frage mehr. Hangneigung, Ja. die ist auch auf jeden Fall berücksichtigt, zusätzlich zu den Oberflächenformen. Senken, also die Curvature, das wird berücksichtigt, ja. Lawinendetektion, wie gesagt, es ist wahnsinnig schwierig. Wir stellen die Daten zur Verfügung für das SLF und wir schauen mal, aber sie könnten interessant sein, aber momentan ist es noch nicht ganz so eindeutig, inwieweit die Schneedeckenverteilung mit dem Lawinenrisiko wirklich zusammenhängt, weil was wir nicht sehen, ist der Aufbau der Schneedecke. Und das ist einer der Haupttreiber für Lawinen. Das heißt, wie stabil ist die Schneedecke
gebunden, gefestigt. Das sehen wir leider nicht aus den Daten, aber es könnte eine wertvolle Information sein, ja. Okay, danke, Raik. Wir gehen in die nächste Präsentation jetzt. So, Merci danke vielmals, vielmals für die dankeschön. spannende Vortrag. Alors, on va passer à un autre sujet qui est lui plus futuriste et qui utilise les données satellites. On a vu l'application spécifique de Raik sur la neige. Maintenant, on va voir comment on pourrait démocratiser l'accès à ces images satellites à un plus grand nombre. Et puis, on a la chance d'avoir Christelle Chapuis qui est avec nous. Donc, à propos d'elle, elle a fait un bachelor et un master en sciences et ingénierie de l'environnement à l'EPFL. Ensuite, elle a travaillé plusieurs années à l'État de Vaud, à Météo Suisse et Cantis, une entreprise de conseil en durabilité. Et depuis environ 2 ans et demi, elle a repris le chemin de l'EPFL en débutant un doctorat au sein du laboratoire des sciences computationnelles pour l'environnement et l'observation de la Terre, qui est dirigé par le professeur Davis Touya. Son travail de recherche se concentre sur l'interaction entre les humains et les images de télédétection en utilisant le langage naturel. Et c'est là-dessus qu'elle va nous montrer ses résultats actuels. Je te laisse. Alors, un petit problème technique, on va changer. Ah, c'est bon? Ça passe maintenant? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, du coup, merci pour l'introduction. Je vais parler un peu de mon sujet de thèse, qui est le fait de poser des questions en langage naturel sur des images de télédétection, d'observation de la Terre et plus spécifiquement d'un modèle, qu'on a proposé récemment, qu'on a appelé Prompt RSVQA. RSVQA, c'est peut-être un terme qui va revenir dans la présentation, si jamais ça veut dire Remote Sensing Visual Question Answering. Donc c'est, répondre à des questions, visuelles sur du remote sensing, sur du télédétection. Je commence avec, des petites questions, pour sonder un petit peu, le public et vous avez sûrement, entendu parler du fameux ChatGPT, donc cet outil ce modèle de langage qui permet de poser des questions et auxquelles on peut avoir des réponses, assez longues et ma question est de savoir si vous l'avez déjà utilisé, si, vous l'utilisez régulièrement, si vous l'avez, testé, on va dire, juste pour voir un peu de quoi on parlait ou bien, si vous l'avez peut-être, entendu parler, mais pas vraiment utilisé, ou pas du tout entendu parler. Donc là, je vois un peu les réponses qui rentrent, donc plutôt des gens qui ont soit testé ou qui ont entendu parler, mais qui sont pas dans l'utilisation, effective de l'outil. Quand même, pas mal, enfin plusieurs personnes qui l'utilisent régulièrement. C'est intéressant et quelques personnes qui n'en ont pas entendu parler donc c'est un modèle de langage à qui on peut poser des questions et qui va nous répondre, un peu comme un Wikipédia ou quelque chose comme ça. Ensuite, une question un petit peu plus spécialisée, donc là, on passe dans des modèles qui traitent en même temps le langage et la vision. Je vous propose, 4 modèles. Alors il y a DALL-E qui ressort, c'est celui peut-être qui est le plus connu, donc est-ce que vous connaissez ces modèles? Le premier clip, cherche à faire une similarité, donc à rejoindre ensemble des images et des questions, pardon, des images et des textes, s'ils sont similaires ou pas. DALL-E cherche lui plutôt à générer, des images à partir d'un petit texte. C'est la même chose que fait, Stable Diffusion, mais il a un autre, système, derrière, sous le capot. Et puis le dernier, SceneVLM, qui fait différentes choses, mais entre autres, il fait, de la description d'images. Donc quand on lui donne une image, il va donner, une petite légende, si on veut. Donc avec tout ça, je vous avais parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec à la fois du langage et de la vision, mais j'ai pas touché au sujet, qui fait le corps de ma thèse, qui est celui de poser des questions.
Donc l'idée, c'est la suivante, c'est d'avoir une image d'observation, de la Terre, donc depuis le ciel et d'avoir une série de questions différentes. Ça peut être des questions de présence, ça peut être questions de comptage et l'idée, c'est d'obtenir une réponse. Maintenant, vous me direz: «Pourquoi pourquoi on veut faire ça?» Simplement parce que, il y a énormément, de données qui ont été récoltées, qui sont stockées et qui sont toujours récoltées, à l'heure où on parle, qui observent notre planète et on pense que ça serait intéressant d'augmenter l'utilisation de ces données par des gens qui n'ont pas forcément les compétences techniques de programmation. D'où l'idée d'avoir un outil qui permette une interaction simple avec les images, qui permettent de poser des questions, différentes. Donc, je me répète un peu, mais, en gros, on a une image, heu, d'observation de la Terre, une question et là, je vais me concentrer un peu sur des questions qui cherchent à questionner la couverture du sol et puis on cherche à prédire la bonne réponse. Et ce qu'on a utilisé dans notre proposition de modèle, c'est un concept qui nous vient du monde du langage et qui cherche qui s'amuse à manipuler les entrées du modèle plutôt que de réentraîner, ses paramètres. L'idée derrière ça, c'est que ces gros modèles de langage comme ChatGPT ou d'autres sont devenus tellement grands, que ça devient très, très compliqué de les réentraîner. Il faut énormément de données, il faut énormément de ressources computationnelles. Donc du coup, on s'amuse plutôt avec les entrées. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on donne une question au modèle langage et en plus, on donne une description, de l'image. Donc on a traduit l'image, sous forme de texte. J'ai dit qu'on ne voulait pas réentraîner ces modèles. En vrai, quand on fait face à des petits modèles de langage, c'est généralement accepté qu'on fasse un très léger réentraînement. Donc notre proposition a été la suivante, sur le haut de l'image, on voit la partie visuelle. Donc l'image passe dans un algorithme de vision par ordinateur qui, nous donne un certain nombre de classes. Il peut en activer une ou plusieurs, et ensuite ces classes sont, concaténées ensemble pour donner un contexte ou si on veut une description de l'image et on donne cette description de l'image avec la question au modèle de langage pour ensuite, prédire, une réponse. Ce travail a été présenté à une conférence de vision par ordinateur qui est très importante dans le domaine, qui s'appelle CVPR et plus précisément dans un workshop, spécialisé dans l'observation, de la Terre. Maintenant, dans le cadre de la recherche, en général, on travaille sur des données, des datasets qui vivent un peu dans une bulle. Donc on a un dataset qui a, hem, des données qui sont pour l'entraînement et des données qui sont pour le test, et on ne fait pas de choses en direct avec des gens. Mais en gros, on a utilisé ce dataset, de RSVQA Meet BiggerSnet. Qu'est-ce que c'est? C'est des images qui couvrent toute l'Europe. Pour chaque image, on a une liste des, différentes, classes, de couverture de sol qui sont présentes dans l'image et la partie questions-réponses eh ben, elle est en 2 catégories. C'est soit on pose des questions, par rapport à la présence, donc est-ce qu'il y a ou non cette catégorie de couverture du sol? Ou, par exemple, enfin l'autre type de question, ça va être de lister, les couvertures du sol qui sont présentes selon, certaines catégories. La manière dont on a procédé pour entraîner ce modèle, donc c'est plusieurs parties. On a fait 2 choses en parallèle. On s'est intéressé d'abord à la partie vision, où là, on a essayé on s'est occupé d'entraîner un algorithme de vision par ordinateur pour classifier les images. Donc on a 61 classes, de couverture de sol qu'on cherche à prédire correctement sur l'image. En parallèle de ça, on avait la partie langage où on a fait, 2 choses. Une première chose qui est un modèle oracle qu'on a appelé. Pourquoi? Parce que, ce modèle reçoit une description parfaite de l'image. C'est comme si, le modèle visuel avait fait aucune erreur et de l'autre côté du spectre, on va dire le pire qu'on puisse faire, c'est, le modèle, aveugle, c'est, un modèle dans lequel on a essayé de donner aucune information de l'image, juste lui donner la question et voir, ce qui en ressort et l'intérêt de faire ça, ça nous donne, en fait une performance minimale qu'on doit attendre avec ces modèles.
Donc ensuite, on a mis tout ça ensemble et la manière dont on l'a fait, c'est qu'on est parti du modèle d'Oracle, donc là où il y avait le contexte parfait et au lieu d'avoir cette description parfaite, on a pris, la sortie du modèle de vision, heu, effective, donc ce qui est effectivement prédit par le modèle de vision, qui est pas forcément parfait, mais qui était pas trop mauvais. Maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné? Si on se compare au travail précédent qui avait été fait sur ce dataset, on était très contents. On a augmenté, de 6 la performance. C'était une belle performance et ce qui nous a permis notamment d'être acceptés dans une grande conférence. Et maintenant, si on regarde, un peu plus du côté de ces petites étapes qu'on a fait, notamment le modèle, Oracle, quand on lui donne une description parfaite de l'image, ce modèle arrive à pratiquement 100. On n'est pas exactement, mais en fait, techniquement, on pouvait pas y arriver au 100. Et puis, on est très, très proche et puis comme l'a dit Raik, un modèle qui fait du 100 en général, il faut se méfier. Hem et L'autre chose, c'est on voit la performance minimale qu'on peut attendre, donc le modèle aveugle, le visual blind et là, ben, peut-être vous serez étonnés, mais on n'attend pas du zéro. Il y a de toute façon une relation qui est faite dans le dataset entre les questions et les réponses qui sont le plus probables pour certaines questions. Hein, je vais creuser un petit peu dans les résultats, pour, vous donner un peu plus d'informations là-dessus et c'est le travail qu'on a fait, en fait, dans ce projet. Hem, une des analyses qu'on a fait, c'est par rapport à la partie visuelle, de savoir si, il faut accepter plus ou moins d'informations du modèle visuel, donc avoir des descriptions qui sont plus ou moins importantes. Et ce qu'on voit, c'est que selon le type de questions qu'on a, plus loin dans la chaîne, on veut des choses un peu différentes. Enfin, on voudrait, parce qu'au final, on a dû prendre une décision. Mais, pour les questions de présence oui/non, on préférerait être un peu plus large, avoir une description un peu plus longue. Et inversement, pour les questions, qui cherchent à lister des couvertures de sol, on aimerait être un peu plus strict et restreindre un peu plus la description de l'image. Une autre analyse des résultats qu'on a faite, c'était par rapport au degré de faute qu'on fait. Quand les résultats que je vous ai présentés plus haut avec le 6 d'augmentation, ils sont vraiment c'est du juste ou du faux. Il y a pas de entre 2 et nous, on a justement à cherché à comprendre ce entre 2, et je vais l'expliquer par l'exemple qu'on voit sur la droite. La première ligne dans le petit tableau, c'est une réponse qui est toute juste. On devait lister des couvertures de sol, 2 en l'occurrence et les 2 sont correctes. Donc notre modèle a dit: «Bravo, c'est tout bon». Au contraire, les 2 lignes du dessous sont fausses, mais elles sont pas fausses de la même manière. La ligne du milieu, elle est à moitié fausse, en fait. Elle obtient juste pour une des 2 catégories, mais elle fait une faute sur la deuxième catégorie et donc du coup, on essaye un peu d'évaluer, si on est très faux ou ce qui est le cas de la dernière ligne, ou à moitié faux. Et de nouveau, on s'est comparé à ce qui s'était fait, par le passé, et si on regarde dans le graphique, plutôt le graphique de droite, où on compare notre méthode en rouge et la méthode précédente en verte, on voit oui, on fait toujours des fautes, on en fait moins qu'avant et les fautes qu'on fait, elles sont moins graves. C'est-à-dire qu'on va faire une faute peut-être sur une catégorie ou 2 catégories, alors que le modèle précédent faisait des fautes sur plus de catégories dans la réponse. Et puis la dernière, analyse de résultats, qu'on a faite, c'était de savoir, à quel point la prédiction de la réponse dépendait de notre prédiction visuelle. Donc est-ce qu'on doit être très exigeant avec le visuel? Et la réponse, elle dépend de nouveau du type de question. Donc si on est sur des questions de présence oui/non, on est un peu plus enfin, c'est une question un peu plus facile si on veut. On est un peu moins exigeant avec la sortie du visuel. Par contre, avec les questions où on doit lister les couvertures de sol, dès qu'on fait quelques erreurs, la performance se dégrade très, très vite.
Pour conclure un peu sur ce projet, que je vous présente, donc ce qu'on a essayé de faire finalement dans cette tâche de répondre à une question sur une image d'observation de la Terre, c'était de balancer un peu plus, de shifter la balance. Pardon, je vais beaucoup mes présentations en anglais, du coup de passer au français parfois c'est un peu compliqué. De shifter la balance, du côté du langage et l'idée aussi là derrière, c'est actuellement on pose des questions sur des images, mais on pourrait imaginer poser des questions sur une autre forme de modalité et le même principe pourrait encore fonctionner. Il faudrait juste, décrire cette modalité et puis, le modèle langage s'occuperait de répondre à la question. Grâce à cette transformation, on a pu augmenter les performances, sur le dataset en question et puis, ce qu'on trouvait chouette aussi, c'est qu'on a pu comprendre un peu les modalités de manière séparée. Donc on a pu comprendre, est-ce que le challenge se trouve plus, sur l'algorithme de vision par ordinateur ou plutôt sur l'algorithme de langage? Et clairement, on a vu que c'était le visuel qui était plus challengeant. Et finalement, avec ce modèle, on espère, enfin, on aimerait que la recherche, s'oriente et se développe plus du côté de l'interprétabilité. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, on a ChatGPT, par exemple, c'est un modèle, très black box. On voit une entrée, on voit une sortie, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur et dans ce cadre, là, on trouve que ça serait intéressant pour l'utilisateur de pouvoir juger la réponse, en ayant un peu des informations à mi-chemin, en disant: «Bah, voilà, voilà ce que le modèle a fait et j'estime que la réponse du modèle est correcte ou incorrecte». Et j'ai une, dernière question pour, conclure avec le Mentimeter. Donc je vous ai présenté le sujet de Remote Sensing Visual Question Answering et en l'occurrence, on travaillait surtout sur la question de couverture du sol. C'était un dataset qui était spécialisé sur la couverture du sol et je suis curieuse, de vous, en apprenant sur cette technologie, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme utilisation? Ça peut être une utilisation, professionnelle ou plus privée pour la curiosité. Je vais peut-être donner quelques exemples. Donc là, on a parlé de couverture du sol, mais on pourrait, par exemple, parler de je vais montrer cela à ma famille. Voilà, curiosité, c'est toujours sympa de jouer avec ces outils. Hem Ça peut être des questions, par exemple, sur les surfaces ou des questions de distance ou des questions peut-être, de rajouter un élément, la temporalité, voir, s'il y a des changements qui ont lieu dans l'environnement. Si on regarde une image, il y a 5 ans, une image maintenant, qu'est-ce qui peut, avoir, avoir évolué? Et voilà, je suis un peu curieuse de voir, ce qui va en sortir. On voit, ouais, le climat, le sol. La détection automatique, donc on est aussi un peu dans le changement, catastrophe naturelle. Ouais, c'est intéressant. Danger du pollen, ouais. J'ai travaillé dans le pollen, c'est marrant. La mesure du pollen automatique. Le journalisme, c'est vrai qu'on a souvent pensé à, bah, justement en termes d'utilisateurs, heu, des gens, que ce soit dans le journalisme ou dans hem l'administration, quand il faut prendre des décisions et qu'on veut des informations, ben, de pouvoir aller poser des questions, sur des images, qui observent la Terre, sans avoir les compétences de programmation qui sont actuellement nécessaires pour ce genre de tâches. Bah, je vous remercie, tous pour votre attention. Je voulais remercier aussi, les gens qui ont travaillé avec moi sur le sujet. Valérie de Saint-Maten, peut-être certains, la connaissent parce qu'elle fait un doctorat dans le labo aussi en collaboration avec Sistopo. Mon professeur de Davis Touya et puis 2 de mes, superviseurs, Sylvain Laubry qui est professeur assistant à Paris Cité et Bertrand Lesault qui est senior scientist, à l'Agence spatiale européenne parce que j'ai oublié de préciser, mais ce projet est aussi, sponsorisé, financé plutôt par, l'Agence spatiale européenne. Ouais, merci Christelle. Donc, on va passer aux questions. Bah, voilà, et les gens.
Du labo. Alors, ça c'était répondu. Voilà, je te laisse la première question. Ah ben c'est une excellente question. On est au tout début de la technologie, hein, ça a é la tâche a été proposée il y a 3 ans environ, donc on est vraiment dans une bulle de recherche et on est encore assez loin de l'application et des gens. Mais je pense que les 3 catégories qui sont listées ici sont tout aussi valides les unes que les autres. Nous, on voyait plutôt justement la politique, le journalisme citoyen. Heu, Pourquoi? C'est parce que les scientifiques en général sont plus proches, des compétences techniques, mais c'est vrai que un outil spécialisé, pourrait être aussi imaginé pour certaines applications scientifiques. Ah, moi, quand j'ai vu ta présentation, en fait, il y avait un projet de l'ESA qui était sorti sur la déforestation en Amazonie, où il démontrait justement le potentiel à montrer les zones de déforestation, et je trouverais ça absolument parfait pour justement permettre à tout à chacun de poser la question et de voir effectivement est-ce que les politiques publiques, les promesses des politiciens sont effectivement tenues ou pas, ou alors est-ce que oui, la déforestation continue. Donc je pense que ça peut atteindre un large public, et puis les journalistes peuvent ensuite diffuser cette information. Ouais. Absolument. C'est une Mmh. énorme source d'information qui est encore, très peu, mise à Actif. profit. Ouais. Alors on a une deuxième question qui est similaire. Qui est assez similaire. C'est vrai que, ben, on est assez tôt donc on va dire que beaucoup de chemins sont encore, ouverts. On imaginait plutôt l'aspect, justement, journalisme politique, heu, policy making, un peu ce genre de choses. Après, voilà, ça va dépendre un petit peu de comment la technologie se développe, dans quelle direction, et puis les gens après qui construisent là-dessus. C'est aussi un peu l'objectif finalement de ces colloques Sustopo, c'est de montrer ce qui est en train d'arriver, de voir ce que les laboratoires font, et puis de collecter, les intérêts, ou vous faire imaginer des applications sur la base de ce qui se passe dans le milieu académique. Ouais. C'est une excellente question. Je travaille justement un petit peu sur, hem, le sujet, enfin, c'est quelque chose qui me touche pas mal, notamment le biais de géographie. Donc quand on a des datasets qui sont sur une région fixe, on a typiquement, par exemple, je sais pas, il y a un dataset qui est sur les Pays-Bas. Bah, les Pays-Bas, il y a beaucoup d'eau. Donc quand on pose des questions sur la présence d'eau, la réponse, elle va être souvent oui. Et le modèle a tendance à tricher en disant, j'ai même pas besoin de regarder l'image, je sais que statistiquement, j'ai meilleur temps de répondre oui, ça va me donner une bonne réponse. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire dans l'interprétabilité de ces méthodes et s'assurer que, ces méthodes vont effectivement chercher, ou ce on dit en anglais grounder, la réponse dans l'image et pas juste se baser sur un biais, du dataset ou des datasets sur lesquels ils sont entraînés. En termes de biais culturels, c'est peut-être un petit peu moins, problématique dans notre thématique, mais ça l'est très fortement sur des modèles comme ChatGPT hem, qui vont avoir des biais, voilà, sur, hommes-femmes, les différentes origines, ce genre de choses. Malheureusement parce qu'un modèle est, dépendant de ses données. Donc si les données sont biaisées, le modèle va être biaisé. Donc c'est lié effectivement, hem, on aimerait bien des modèles qui fonctionnent partout. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, on a un dataset qui est en Europe. Les États-Unis, c'est une géographie, enfin, visuellement, c'est similaire et les modèles ont l'habitude de voir ce genre d'image. Mais dès qu'on change de géographie pour des régions qui sont moins représentées, dans les datasets, on fait très vite face à des problèmes, de du modèle finalement qui ne reconnaît plus, ce qu'il devrait voir. Donc la résolution temporelle,
Alors, c'est une bonne question. Actuellement, on a vraiment une image, une question. Donc c'est vraiment c'est une échelle spatiale et une échelle temporelle. Maintenant, on peut imaginer de nouveau la recherche évoluer du côté plus temporel, donc d'avoir, peut-être 2 images à des temporalités différentes et de poser des questions sur le changement. On pourrait en avoir beaucoup plus. Dans la vision par ordinateur classique, on va dire, donc pas sur de la télédescription, il y a de plus en plus de travaux qui se font sur des vidéos. Donc ça va être sur, plein, d'images les unes derrière les autres, et d'essayer de répondre à des questions par rapport au sens de la vidéo. Heu, voilà, c'est intéressant. Hem, alors c'est vrai que dans notre modèle, la structure qu'on a fait, on avait le modèle langage qui envoyait son assorti sur des couches de classification. Il y a 2 couches, plus précisément et à mi-chemin entre les 2, c'est des représentations qui sont, pas, heu, lisibles pour l'humain, si on va dire. Donc c'est difficile de dire à quel point, c'était juste enfin, à quel point la réponse est faite par le modèle langage ou bien si peut-être la réponse, elle est complètement trouvée, dans les couches de classification. Maintenant, vu qu'il y en a peu, c'est probable que déjà la sortie du langage, ce soit intéressant et puis, l'autre chose, c'est que de plus en plus, on peut, en fait, ces modèles de langage sont entraînés avec des tâches, où, ils essaient de prédire des mots. Là, je ne prends pas cette partie prédiction de mots, mais je pourrais avoir un modèle de langage qui me ressort directement du texte derrière et ça change un petit peu la tâche parce qu'au lieu d'avoir de la classification, donc une classe par rapport à une liste de classes, j'aurai du texte et ce texte, malheureusement, il n'est pas aussi facile à évaluer. Il faut évaluer si le texte prédit est proche ou pas proche du texte qu'on cherche à obtenir. C'est d'autres, mesures d'évaluation donc c'est pas des choses qui se font encore, mais c'est clairement, quelque chose qui, à mon avis, prendra de la valeur sur le futur. Puis après la deuxième question, je heu, ah, c'est une bonne question aussi. Hem, J'y avais pas pensé. Attends, il faut que je réfléchisse un peu. Hem, c'est vrai que donc on a vu que le challenge était plus sur la partie de vision. On a un dataset qui a des images, donc des images de Sentinelle-2 à 10 mètres de résolution. On pourrait avoir une couverture parfaite avec une résolution plus haute, mais je pense pas que c'est ce qu'on veut. On serait probablement pas plus précis en ayant des résolutions pardon, des résolutions plus basses, donc moins de détails. Par contre, si on avait une résolution plus haute, je pense pas qu'on l'aurait sur, la surface entière du dataset. Par contre, on pourrait évaluer sur une sous-région, par exemple la Suisse et on prendrait les images de Suisse Topo, par exemple, qui sont faites avec un avion ou des choses comme ça. Hem, c'est une bonne question. Je ne sais pas quelle en serait la réponse. Si on serait meilleur finalement à prédire, les couvertures de sol, probablement, mais ça reste à démontrer et puis la partie langage, alors je pense que la partie langage, c'est, relativement facile dans, les jeux de données avec lesquels on s'entraîne actuellement. On espère que par la suite, il y ait de nouveaux jeux de données qui arrivent avec un langage qui est un peu plus compliqué, qui est aussi peut-être un peu plus proche de l'humain, avec de la variabilité de vocabulaire ou des choses comme ça. Donc, on va dire que ça, c'est une question pour l'avenir. Ah, on a fini alors, parfait. C'est le suspense toujours, on ne sait pas combien il y a de questions. Bah, merci beaucoup, on arrive déjà enfin, on a même dépassé un peu le temps. Donc, bah, je vais remercier en tout cas nos oratrices et notre orateur ou nos orateurs, parce qu'il y a Raik aussi en ligne, pour les présentations intéressantes. Juste pour terminer, je voulais aussi annoncer le prochain colloque qui a lieu la semaine prochaine sur la thématique de la carte analogique, sa vie dans les archives. Donc voilà, n'hésitez pas à bloquer cette date et puis à suivre le prochain colloque.
Pour ma part, je vous remercie en tout cas de votre attention, de la super interaction qu'on a eue, toutes les questions extrêmement intéressantes, donc c'était très plaisant, malgré le fait qu'on ne se voit pas, d'avoir cette chance au moins de pouvoir partager ensemble. Et puis, ben, bonne fin de journée, bon appétit et à bientôt.